c'est quelque chose qui a été mis en place par l'Union européenne et qui regroupe en fait les 7 pays alpins. Donc on a 5 pays qui sont membres de l'Union européenne et 2 pays qui n'en sont pas membres, qui sont la Suisse et le Liechtenstein. Et donc en fait, l'Union européenne agit pour ces régions et donc elle va financer des projets communs à ces différentes régions. Et donc ça, c'est le Conseil de la SURA. Et il y a une branche jeune, donc c'est le Conseil jeunesse de la SURA. Et donc on représente chacun une région et un pays, et on est 26. Donc il y a plusieurs personnes par État membre. Et on travaille sur les mêmes projets que la SURA, mais du côté jeune. En tant que chercheur, je trouve que c'est toujours super intéressant de rentrer dans ces espaces, de entre guillemets, descendre dans l'arène, de se confronter aussi aux acteurs du coup, des territoires, aux résultats, de donner à voir les résultats de nos recherches aux élus, aux techniciens, et puis accepter voilà, qu'ils ne soient pas d'accord avec nous, d'avoir des espaces de discussion, de dialogue. Ça, pour moi, ça, c'est déjà une des choses qui sont importantes, parce que c'est aussi à ça du coup, qu'on sert, entre guillemets, ou à ça que la recherche publique peut être utile. Et c'est aussi un des messages que je voulais faire passer, c'est qu'il faut changer, il faut s'adapter, il faut bifurquer, il faut changer nos modèles de développement territorial. Il y a des incertitudes sociales, environnementales, économiques, tout change, c'est compliqué, c'est complexe. Et on a la chance, en tout cas en France, d'avoir de la recherche publique qui a des moyens pour travailler, et on est là pour travailler avec les territoires, avec vous. Donc il y avait un peu ce message-là. N'hésitez pas à venir nous demander si du coup vous avez besoin d'un coup de main. On ne vous donnera pas de solution miracle, de choses toutes prêtes, toutes faites, parce qu'on ne les a pas. Par contre, on peut vous proposer un pas de côté, notre regard, ce que la science peut vous aider. Vous vous posez plein de questions, et nous, ce qu'on peut vous amener, c'est de vous amener à poser d'autres questions que vous ne vous posez pas en prenant en considération des éléments qui, dans le temps politique, ne sont pas là. Donc, par exemple, la transition, c'est réfléchir sur le temps long, ce qui n'est pas forcément le même temps que le temps politique. Ce que je voudrais rappeler, c'est que la jeunesse n'est pas unifiée, qu'on ne peut pas forcément donner une réponse pour tous les jeunes. Moi, la réponse que je voudrais apporter de celle que je vois, des gens que je côtoie, c'est que la transition, on a l'impression que c'est une réalité urgente, mais que des fois, pour les politiques, cette réalité, elle est un peu moins urgente et qu'il y a une différence de temporalité parce que notamment, nous, on voit effectivement ce temps long dont parlait Mickaël. On a l'impression qu'il va vraiment falloir que les choses changent dans les années qui vont venir. Mais on a l'impression que des fois, les politiques sont occupés par leur mandat, à ce qu'on comprend. Eux, ils en ont pour 5 ans, ils ont envie d'être réélus. Et donc, voilà, on a l'impression qu'on n'y est pas encore à la transition. C'est un processus. Voilà, quand le mot transition, quand on le saisit, c'est un processus qui renvoie à plein de réalités différentes. Donc moi, j'aime bien essayer de définir un petit peu plus, alors c'est le côté du chercheur, mais de quoi on parle et surtout vers quoi on veut aller, quel est notre objectif. Quelle est notre finalité. Et quand on parle des territoires de montagne, moi, l'enjeu tel que je le pose par rapport à ça, c'est comment on va pouvoir continuer à vivre en montagne, c'est-à-dire à habiter et à travailler en montagne. Donc ça, c'est la finalité telle qu'on pourrait du coup la définir. Et c'est comment on va vers ça, et notamment sur les enjeux, parce qu'à un moment donné, travailler, c'est des enjeux économiques, des enjeux socio-économiques, dedans, sur quoi et comment on peut y aller. Et l'enjeu principal qu'il y en a aujourd'hui, c'est que la plupart de nos territoires de montagne, ils sont économiquement dépendants du tourisme, et plus particulièrement du tourisme hivernal, qui est basé sur une ressource principale, qui est la neige. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait du travail des collègues météorologues, climatologues? La neige est une ressource qui va se raréfier. Elle ne va pas disparaître. C'est-à-dire, contrairement même y compris à beaucoup de discours qu'on entend, il ne va pas y avoir plus de neige en montagne. Et on ne va pas pouvoir ne plus skier en montagne, même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ce qui est mis en difficulté, c'est le modèle économique, le modèle de développement territorial basé sur la neige et le ski. Donc ça, c'est pour moi un point important. Et donc du coup, ça demande quoi? Ça demande qu'on réinvente une nouvelle façon d'habiter, de travailler en montagne, donc un nouveau modèle de développement territorial qui ne pourra plus exclusivement, principalement être basé sur le tourisme hivernal et même plus largement, du coup, sur le tourisme. Il va falloir bifurquer. Et la question, c'est quand est-ce qu'on le fait? La réponse ne sera pas la même pour tous les territoires. On ne se pose pas la même question. Elle n'arrive pas au même moment en Chartreuse, dans un massif de moyenne montagne, qu'en Haute-Tarentaise. Donc la réponse, elle sera plurielle, diverse en fonction du territoire. Mais l'enjeu principal, je dis souvent, c'est pas d'être pour ou contre la transition. C'est une question qui n'a aucun sens. Par exemple, c'est la même chose qu'être pour ou contre la pluie. Super, pas permettre de bien avancer. La question, c'est est-ce qu'on choisit d'anticiper cette transition ou est-ce qu'on choisit de la subir? Voilà, pour moi, le débat, il est là. Et qu'est-ce qui sera violent, radical, difficile, et en premier lieu pour les territoires, et en premier lieu pour les acteurs économiques qui vivent aujourd'hui de ce modèle-là, c'est de ne pas l'anticiper.
c'est de la subir. Donc l'enjeu, il est là. Je pense qu'on est de moins en moins porté sur le ski et de plus en plus porté sur la randonnée, les autres activités qu'on peut faire, et que la vision de la montagne, c'est aussi un endroit pour se reposer au calme, un havre de paix, et que c'est pas forcément que les gros sports d'hiver comme le ski ou le snow, tout ça. Donc effectivement, oui, je pense que la montagne, notre vision, elle change au fur et à mesure des années. Il y a un élément qui, derrière, c'est l'élément déclencheur, ce que tu évoques. Une crise climatique, une inondation, une guerre mondiale, des éléments de ce genre-là. Et derrière, c'est qu'il y a eu ça a impliqué des choix politiques. Et donc la question qui se pose derrière, c'est à quel moment et comment un choix politique est déclenché et va permettre cette bifurcation. Et quand on regarde les territoires de montagne, on s'imagine que, dans nos imaginaires, dans le récit qu'on a, la montagne, c'est la station de ski. Voilà. Mais cet imaginaire-là et ce récit-là, dans l'histoire même courte des territoires de montagne, si on prend 100 ans, c'est assez récent. Ça date des années 60. C'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un choix politique fort de l'État, en l'occurrence à cette époque-là, de développer massivement le tourisme hivernal pour permettre aux gens, répondre à l'enjeu que je pointais tout à l'heure, de pouvoir continuer à vivre et habiter dans ces territoires de montagne. Ce qui a, de ce point de vue-là, fonctionné. Mais avant cette époque-là, le ski, par exemple, c'était les marges. C'était ce qu'on appellerait aujourd'hui les innovations sociales. C'est les tiers-lieux d'aujourd'hui, c'était le ski dans les années 20. Et à un moment donné, qu'est-ce qui a fait qu'on a changé d'échelle et que c'est devenu structurant sur le territoire? C'est parce qu'à un moment donné, un choix politique, du coup, a été fait. Et bien aujourd'hui, quand on prend ce temps long et qu'on pense ces trajectoires territoriales sur le temps long, on est exactement dans la même situation. Donc ce qui a besoin, en tout cas, moi, ce que je vois de mon point de vue de chercheur aujourd'hui, c'est à quel moment il y aura un choix politique fort qui va être pris pour donner un nouvel horizon, une bifurcation, un changement de ce modèle de développement territorial. Alors, est-ce qu'il va falloir attendre une catastrophe naturelle de grande ampleur pour que ça le devienne, qu'il y ait un modèle économique en crise et qu'il y ait une crise sociale forte? Peut-être, ça, moi, je ne suis pas devin, je ne sais pas. Ce que je peux espérer, c'est qu'on n'ait pas besoin, du coup, d'en arriver là, parce qu'aujourd'hui, peut-être plus d'ailleurs qu'il y a 40 ans ou il y a 50 ans, on a les connaissances scientifiques. Que ce soit en termes de climato, en termes de socio, en termes de géo, on a ces éléments-là. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est passer à l'étape d'après. Et on a aussi, comme on l'avait à l'époque avec le ski, le tourisme hivernal, les innovations sociales, les initiatives, elles existent, elles fourmillent de partout. Dans les marges, on les voit. La question, c'est comment on passe à la vitesse supérieure, si on veut y aller, quoi. Et ça, c'est un choix politique. Oui, bien sûr, je pense que c'est très important parce que forcément, on a des vécus qui sont différents. On sait qu'il y a des socialisations générationnelles qui sont très fortes, que quand on a 40 ans et 20 ans, alors on ne vit pas les choses de la même manière, on ne ressent pas les choses de la même manière. Et on sait aussi, donc, comme vous l'avez dit très justement, que de manière générale, les personnalités politiques sont plus âgées du fait d'une carrière qui est souvent assez longue. C'est assez difficile de rentrer en politique. Donc c'est très important aussi d'avoir la voix de la jeunesse pour représenter toute une partie de la population qui va être extrêmement affectée par les choix qui vont être mis en place, en fait, parce que finalement, c'est nous qui serons affectés dans 30 ans par les choix qui sont mis en place. Et donc, c'est vraiment très important d'avoir la jeunesse qui est là dans les débats, même si, évidemment, moi, j'aimerais qu'il y ait encore plus de représentants jeunes, parce que je ne peux pas considérer que quand on a un jeune, on a toute la jeunesse face à nous. Dans le contexte d'incertitude généralisée que j'ai évoqué, c'est accepter les désaccords, accepter qu'ils n'ont pas forcément raison, ils ou elles n'ont pas forcément raison, et qu'il va falloir inventer, qu'il va falloir innover à partir de ces désaccords, et que le conflit, la conflictualité qu'on peut observer parfois, c'est quelque chose qui va plutôt être moteur pour inventer, imaginer du coup ces nouvelles solutions, plutôt que de chercher à tout prix de s'en écarter, de le cacher, de l'invisibiliser, et de déployer énormément de communication pour essayer de justifier du bien fondé de leurs décisions.